Bonjour Catherine. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. J'ai proposé de refaire des petites interviews à certaines personnes parce que j'adore échanger. Et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valériane, je suis coach de vie et j'aime beaucoup partager autour des émotions, du minimalisme, des relations. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Catherine. Elle va se présenter par elle-même de toute façon certainement mieux que moi. Mais en tout cas, Catherine, voilà, elle aide les femmes hypersensibles qui sont en épuisement sur le chemin du bien-être. Donc ça, tu pourras un petit peu le développer, ce que tu fais, quelle est ton approche. Et j'ai déjà beaucoup parlé de l'hypersensibilité moi aussi. Donc on va faire des liens lors de cet échange. Voilà, donc est-ce que déjà tu peux peut-être un petit peu présenter on va dire ton expertise et ton expérience, qui tu es? Eh ben écoute, donc moi c'est Catherine, et ça fait donc maintenant 1 an que j'accompagne des femmes qui sont hypersensibles et en général elles vivent un épuisement ou elles ont vécu un burn-out. Voilà, il y a en tout cas, voilà, cette chose-là qui s'est passée, et donc là, moi, je vais les accompagner sur, en premier, le plan physiologique. En fait, je leur explique sur le plan physiologique, il y a des choses qui se passent, et pour l'hypersensibilité aussi. Mais aussi évidemment, comme tu l'as exprimé, sur le plan émotionnel, sur le plan aussi de la communication, c'est-à-dire voilà, le fait de poser ses limites, d'arriver à exprimer en fait des non ou des stops ou comment je pose mes limites. Donc ça, c'est des choses comme ça, et voilà. Et donc je le fais en individuel, mais aussi au sein d'une communauté. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu peux juste pour nous situer où tu es, si tu le fais en présentiel, aussi en ligne, tu vois, comment ça se passe concrètement, et si tu peux te définir aussi, parce que enfin, selon moi, tu es thérapeute, si je me trompe pas, mais peut-être que tu as d'autres formes de présentation que juste thérapeute, je sais pas. Alors, donc pour répondre à ta question, pour l'instant, je le fais que en distanciel, donc via des zooms comme on fait là en ce moment. Et bon, j'aimerais bien développer le présentiel, mais à terme, on va dire. Et après, attends, la deuxième partie de Tu es ta en France. question. Tu es en France, Oui, c'est pour savoir où tu es situé, ouais. oui, où je me situe. Alors, dans le coaching aussi, parce que il y a un côté où c'est vrai que je les pousse à mettre des choses en place, à passer à l'action sur certaines choses, voilà, et au fait de toujours trouver des solutions et de ne pas rester bloqué, en fait, de lever certains blocages. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, j'arrive quand même à m'adapter en fonction de l'état de la personne, parce que selon les personnes, effectivement, elles vont avoir besoin, en tout cas, d'un coaching très soft, ou alors d'un côté plus thérapeute. Donc ça dépend des personnes auxquelles je fais face. Enfin, voilà, ça Bien dépend du sûr, c'est besoin. Ouais. personnalisé. Oui, Ouais, oui, oui. Bien sûr, parce que chacun est différent et chacun a des expériences différentes quand même, malgré qu'on parle du même sujet. Euh, c'est ça. ça va peut-être me mener à des questions après, mais j'aimerais bien qu'on repose la base de ce qu'est pour toi l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité. Donc là, moi, je me base sur ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, et enfin, diverses formations que j'ai faites, mais principalement qui provient de Katia Sonheim. Je ne sais pas si tu la connais, qui est belge et qui est neuropsychologue, et qui va expliquer que l'hypersensibilité, finalement, ça se passe au niveau du cerveau et du système nerveux, qui fait que on va être plus réactif.
dans certaines zones du cerveau, comme la zone des émotions, la zone des sens, la zone de l'empathie, tu vois, des zones comme ça où effectivement on se reconnaît en tant qu'hypersensible. Mais donc effectivement, hypersensibilité veut dire qu'on peut remplacer par haute sensibilité, par exemple. Hein. On est tous sensibles, mais il y a des degrés différents, effectivement. Et donc, bah voilà, il y en a qui sont très hauts, il y en a qui sont, la plupart des gens sont au milieu, et il y en a qui sont très bas, mais donc les hypersensibles font partie des personnes avec un haut degré de sensibilité. Tu te bases sur un test en parlant de, tu vois, de degrés ou sur quoi tu te bases par rapport à ça? Oui, alors effectivement, pour les personnes que j'accompagne, en premier, je leur fais faire un test de 40 questions où effectivement on peut voir un petit peu le prisme de l'hypersensibilité, j'appelle ça comme ça, parce que chaque personne est différente. Il peut y avoir des personnes qui ont un ou deux sens hyper développés, et d'autres c'est tous. Donc ça c'est vraiment à checker. Et puis Et donc on après, reparle d'essence, je te coupe, mais on reparle d'essence pour que tout le monde comprenne bien aussi. Donc on parle des cinq sens du corps. Donc il y a l'ouïe, il y en a qui sont sensibles aux lumières artificielles. c'est ça. Il y a l'odorat, on peut être très sensible à l'odorat dès qu'on rentre dans une pièce. Il y a le toucher aussi. Des fois c'est quelque chose voilà, de très développé comme ça. Donc j'ai dit quoi? Il y a Louis. Non, je l'ai dit, pardon. Attends, du Oui, coup, oui. c'est quoi dans ma Oui, liste? oui, vraiment c'est les cinq On sens a touché, effectivement. Oui, vu, le goût aussi peut être musique et le extrêmement goût. développé. Ouais. Effectivement, ouais. Par exemple, c'est vrai que moi je pense à Louis. Euh, si ça parle à d'autres personnes, c'est par exemple euh, aller dans de la musique forte. Moi, ça va 2 minutes et puis après, enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais. Pour bien Oui, donner oui, des exemples, tout à comme fait. ça, donc désolée, je t'ai coupé, mais C'est ça, hein, je fais vraiment référence au sensoriel. oui. En plus, c'est vrai qu'on a tendance à axer l'hypersensibilité sur que l'émotionnel. Oui. Et en fait, non, c'est vraiment un prisme, un ensemble de choses. Il y a l'empathie, il y a l'émotionnel, il y a le sensoriel, voilà. Et on peut pas juste se cantonner à cette personne-là, elle a des émotions fortes, quoi. Tu vois, Oui, je trouve que c'est trop réducteur. tout à fait. Donc, il y a beaucoup de personnes ces derniers temps, ces dernières années, euh, qui se sont définies comme des personnes hypersensibles. Et donc, il y a eu un petit peu, même sur Internet, ce qui a tourné, c'est mais pour finir, c'est quoi l'hypersensibilité? Est-ce qu'on se sent légitime ou pas? Du coup, tu vois, de savoir qu'on est hypersensible ou pas, parce qu'après, il y a des personnes qui le remettent en question. Donc, effectivement, c'est bien, je trouve, de continuer à en parler et moi, ça fait longtemps que je suis sortie aussi un petit peu de ce cadre, tu vois, hypersensibilité, mais c'est un sujet qui revient parce que je me pose des questions. C'est sur ma fille, par exemple, hein, tu vois, qui est très sensible au bruit et ça peut être vu par des personnes de manière différente dans son développement, vu que c'est encore un enfant. Mais tu vois, voilà, je me repose des questions à ça et je me dis oui, mais c'est vrai que accueillir ses émotions, ça permet de peut-être pour certaines personnes de sortir du cadre de je suis hypersensible parce qu'en fait, j'accueille mes émotions, donc je suis plus dans des vagues énormes, dans du brouhaha à l'intérieur de moi, mais Ouais. c'est pas que ça, quoi. Enfin, comme tu dis, c'est un prisme, il y a vraiment, euh, je partirais, moi, personnellement, et je sais pas, tu vas m'expliquer, toi, ton point de vue, mais je partirais d'abord de comment est-ce que je sens les choses avec mes cinq sens, en fait. Tu vois, moi, comme ça, dans ma vie. Exactement, parce que finalement, euh, quand on parle des émotions, on oublie quand même que les émotions, elles sont pas là par hasard et que à la base, il y a quand même eu, avant que l'émotion arrive, une perception sensorielle, soit par un des cinq sens. Et donc, c'est quand même quelque chose sur Ça a un lequel impact. ça a un impact
voilà, ça a un vrai impact sur les émotions. C'est pas si on se dit oui, les émotions, ça provient juste des pensées ou des choses comme ça. Non, ça provient déjà, enfin c'est une réactivité en fait. Donc la réactivité émotionnelle est liée aussi à la réactivité sensorielle. Si moi, par exemple, je suis très sensible au bruit aussi, si je suis dans un endroit hyper bruyant, eh ben je vais avoir des émotions négatives, je vais me sentir pas bien ou soit je vais me sentir en colère face à la personne qui fait du bruit et qui comprend pas que ça me dérange, ou alors je vais avoir envie de partir ou enfin tu vois, donc c'est lié aussi tout est lié, donc je pense que c'est important, voilà, de mettre vraiment ce prisme de l'hypersensibilité, parce que sinon, bah, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est vrai que bah, pour les enfants notamment, bah, il y a des enfants, oui, où on dit ils vont avoir de la phobie scolaire ou tu vois des choses comme ça. Et en fait, si ils sont réellement hypersensibles, en fin de compte, c'est pas forcément un rejet de l'école, c'est que il y a des choses qui leur conviennent pas, comme justement, je sais pas moi, une cantine par exemple. Aller à la cantine, c'est un calvaire pour les hypersensibles. C'est un truc hyper bruyant, ils vont se sentir pas bien quoi. Et après, le truc, c'est que ça a un impact sur le niveau de fatigue. Voilà, alors tu vois, là, tu engendres un step d'après qui est très très bien. Donc, on va parler de l'épuisement, mais est-ce que tu englobes quelque chose d'autre dans l'hypersensibilité? Donc, par rapport à, on a parlé des sens et donc la perception et puis les émotions, mais est-ce que dans le test, si on parle encore du test, il y a Ben autre chose? oui, alors l'empathie notamment, et aussi la réaction face à l'injustice, c'est-à-dire la gestion de l'injustice. Ok. Voilà, il y a des choses qu'on pourrait rajouter, Là, mais où il y aura encore d'autres choses, ouais. Mais toi, euh, oui, c'est ça. Donc il y a les cinq sens, l'émotionnel, l'empathie, la gestion de l'injustice. Parce que d'accord. c'est déjà pas mal, je pense. Je me reconnais totalement là-dedans. Oui. Ouais. Non, oui, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé aussi. Mais comme ça, on a un visuel, tu vois, du cadre posé, tu vois, ok, il y a un test, il y a ce diagnostic d'hypersensibilité. Et donc, on en vient alors à l'épuisement. Quand on ne, j'avais envie de dire, on ne gère pas, mais non, j'aime pas ce mot-là, mais quand on n'accueille pas cette hypersensibilité ou qu'on n'est pas adapté dans notre environnement, on peut tomber dans l'épuisement. Enfin, ça, tu vas me l'expliquer. Qu'est-ce que tu corrèles le plus aussi dans les personnes que tu accompagnes aussi, tu vois? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on sait que les personnes hypersensibles ont plus de risques de faire un épuisement, de vivre un burn-out ou alors inversement une dépression. Donc, et ça s'explique en fin de compte par le fait que cette réactivité qui est permanente, enfin assez extrême, surtout si on est dans un environnement comme tu le dis qui est inadapté, et ben en fait on va consommer vraiment beaucoup de ressources. Et quand je dis ressources, c'est vraiment des ressources internes physiologiques, hein, qui passent par par ce qu'on mange, le fait de dormir, enfin voilà la base. Et ben on en consomme plus que les autres, ce qui va amener effectivement vers cette fatigue, vers un épuisement, vers un burn-out, vers une dépression, vers des choses comme ça, quoi. Comment est-ce que toi tu démêles la chose si quelqu'un est en épuisement et donc découvre qu'elle est hypersensible? Euh, oui, alors effectivement, c'est pour ça que je commence toujours par le test, mais bon, en général, les personnes qui viennent à moi, elles me disent, je sais pas si je suis hypersensible, mais en général, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je n'ai jamais eu de personne
où le test disait que bon, elle n'était pas hypersensible et que voilà, enfin, je n'ai jamais eu ce cas-là, quoi. Mais effectivement, je suis d'accord que prendre en compte l'hypersensibilité, ça permet par la suite de mieux se connaître et donc de ne pas retomber dans le travers qu'on a eu, la chose qu'on a vécue d'épuisement, de burn-out. Si on le sait pas et si on l'accueille pas, comme tu l'as dit, je pense que là, forcément, on nie ce qu'on est et on repart vers de l'épuisement, quoi. Le conditionnement, le truc de il faut que je sois comme Voilà, mais ça et donc ouais, c'est ça, c'est ça. Donc après, ça se fait vraiment pour moi au fur et à mesure. J'essaye de déterminer, voilà, l'environnement familial, l'environnement professionnel. Enfin voilà, de voir un petit peu où est-ce que c'est le plus impactant. Parfois c'est juste le professionnel, mais souvent non, les deux sont liés, hein, professionnel et le personnel. En fait, les deux sont liés. Parce que souvent, c'est vrai que quand on parle de burn-out, on pense que c'est uniquement professionnel. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'OMS te dit, hein, c'est un épuisement professionnel. Seulement, et en particulier pour les personnes hypersensibles, moi, je me suis aperçue qu'il y avait un gros décalage. C'est pas, on peut pas le définir comme étant uniquement sur le professionnel, sinon, eh ben encore une fois, on va repartir sur dans quelques temps, je rechute, quoi. totalement. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup axer plus sur le personnel parce que finalement, le cheminement personnel va faire qu'on va savoir s'adapter dans le familial, dans le professionnel, partout, quoi. Et savoir surtout se protéger. J'ai dit s'adapter, mais se protéger, en fait. Aussi. Mmh. Puisqu'on a besoin, finalement, en tant qu'hypersensible, de se protéger, de la surstimulation, mais aussi de personnes qui seraient trop négatives dans notre entourage, puisqu'on ressent quand même beaucoup les émotions des autres, ou on a cette perception-là, et qui fait que ça va nous impacter, nous. Donc c'est des choses comme ça aussi à remettre en question, à remettre en cause tout au long de l'accompagnement, et d'identifier effectivement les personnes qui nous posent problème, et de se dire bon, est-ce que cette personne peut comprendre que ça m'impacte et changer d'attitude, ou si vraiment elle ne veut pas, là il y a quelque chose à faire d'éloignement, quoi. Donc ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est que tu vas travailler vraiment sur, l'environnement, donc évidemment global. On va pas parler que du travail, même si au départ, tu parlais de l'épuisement, enfin que les personnes vont plus, s'alerter ou commencer une thérapie parce qu'il y a un épuisement professionnel. Mais C'est en ça. fait, évidemment, hein, tu travailles avec l'être, donc c'est pas qu'une sphère de vie, bien sûr. Et du coup, tu commences vraiment comme à décortiquer qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement aujourd'hui, donc au niveau de toutes les sphères en général. Et aussi, vu que l'empathie est très élevée, donc tu regardes aussi quelles sont les personnes de l'entourage. C'est bien ça? Oui, oui, complètement, ouais. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et tu vois, ça concrètement, comment tu le travailles? Les séances, c'est des fois avec des outils spécifiques ou c'est vraiment de la thérapie? Enfin, je dirais dans la thérapie, c'est déjà comme un outil, mais tu vois, est-ce que soit tu utilises d'autres outils ou est-ce que tu fais vraiment un échange de paroles, tu vois, de conversation? Euh, Tu vois, concrètement, ou alors tu parlais un petit peu de coaching, hein, que tu laisses pas la personne comme ça, il y a des actions à mettre en place, mais est-ce que ça tu Oui, fais? c'est ça, parce que effectivement, la personne au départ, quand elle vient me voir, elle est quand même, elle est souvent perdue, quoi.
Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même que je la guide. Je peux pas non plus la laisser en lui disant quelle solution tu peux trouver par toi-même, etc. Sinon ça va être compliqué. Donc là, oui, moi j'ai un rôle aussi. Enfin, j'ai un rôle de guide. Et après, au fur et à mesure, effectivement, il y a des outils que je vais utiliser, comme la CNV. Au moment où effectivement les personnes se disent je veux poser mes limites, etc. Et ben là, les outils de CNV sont plutôt hyper adaptés parce que souvent elles se rendent compte que les gens entre guillemets piétinent leurs limites, etc. Et ça peut être assez violent le jour où on exprime ça. Et au lieu que ce soit dans cette violence-là, non, il y a des techniques qui font que tu peux le faire de manière plus soft et ne pas t'embrouiller avec toutes les personnes de ton entourage. Donc il y a des choses comme ça. Après, effectivement, j'utilise aussi la régulation du système nerveux, voilà, pour leur expliquer comment fonctionne le système nerveux, que c'est normal qu'il y ait des réactions qu'elles ne comprennent pas, puisqu'elles n'ont pas la compréhension de comment ça fonctionne finalement. Et une fois qu'elles ont compris comment ça fonctionne, eh bien, il y a des moyens de modifier les mécanismes. Et on travaille aussi effectivement sur toi certainement que tu connais sous le nom des drivers. Mais voilà, moi j'appelle ça les messages d'autorité du passé qu'on a reçus. Et là, mettre le doigt dessus, souvent ça éveille beaucoup de choses pour dire ah oui, donc là ce mécanisme-là, il est là parce que j'ai entendu ces messages-là dans mon enfance, et de se dire que voilà, je peux modifier ça, je ne suis pas obligée d'écouter tous ces messages ad vitam aeternam, quoi. Oui, donc il y a le travail du passé. Donc attends, tu as dit la communication non violente, qui est un outil extraordinaire, évidemment, pour prendre conscience de nos besoins, de nos sentiments, etc., de nos émotions, effectivement. Parce que je rappelle juste par la même occasion que la communication non violente, c'est pas qu'à l'extérieur de nous, ça part d'abord à l'intérieur de nous. Euh, donc, tu as parlé de... Oui, je me suis emballée dans la CNV, donc je perds mon fil. Régulation du système nerveux. Régulation du système nerveux. Donc là, c'est des exercices pratiques, j'imagine aussi, de respiration, Oui, de prendre oui, conscience, c'est ça. de d'abord comprendre comment le corps fonctionne, mais voilà, ouais. Euh, des moments de connexion à soi, du coup, avec le système nerveux. Et puis, tu parles de driver. Donc là, est-ce que tu peux un tout petit peu développer parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Moi, je situe un petit peu comment ça fonctionne, mais là, en fait, tu travailles sur le passé, effectivement. Oui, il y a en fait, je travaille sur le passé pour faire en sorte de déjouer, de mettre le doigt dans les mécanismes du présent. Voilà, et faire en sorte que la personne soit consciente de ces mécanismes et qu'elle puisse par la suite déjouer ces mécanismes-là. Donc, je vais prendre des exemples concrets. La dernière personne que j'ai accompagnée, son driver le plus fort, c'était fait plaisir. Voilà. Mais ça, c'est dur à trouver, tu vois. En séance, c'est ce qui est le Ouais, plus dur à trouver. C'est comment est-ce que je peux prendre conscience, tu vois, de... Voilà, ici, on parle des drivers ou des croyances, tu vois, que j'ai. oui, ça rejoint les croyances limitantes, les messages qu'on a reçus. Donc là, effectivement, j'ai aussi un test que je leur fais passer avec beaucoup de questions et qui va mettre des points sur chaque driver. Et là, on va pouvoir voir quels sont les messages qui les impactent le plus, parce que il y en a peut-être où il y a on va dire une dizaine de points et c'est pas énorme, donc ça les impacte pas forcément. Et celui où il y a 25 ou 30 points, je vais me dire oula, là c'est là, on a mis le doigt dessus. Et donc là, par exemple, oui, cette personne-là, c'était vraiment le fait plaisir. Et donc là, on est vraiment sur une personne qui s'oublie complètement, qui cherche tout le temps
à faire plaisir aux autres et qui vraiment oublie ses propres besoins et va dire oui à tout finalement parce qu'elle a été conditionnée comme ça dans son enfance finalement à faire plaisir aux autres et à ne pas ouais, mais je vais le dire comme ça, à ne pas se faire plaisir à elle-même, quoi. Donc et là, quand on met le doigt dessus, eh bien, oui, la personne se dit: «Mais c'est vrai, effectivement» et après, bah, le but, moi, en coaching, c'est de dire comment tu peux transformer ce fait plaisir en quelque chose de positif. Au lieu que ça t'impacte, que ça t'épuise, que, tu sois toujours là pour les autres et il y a personne qui est là pour toi. Enfin, voilà, comment tu peux transformer ça? Oui, et les thérapies, c'est des prises de conscience, c'est justement pouvoir aller regarder ce qu'il y a pour se dire, OK, bon, ben maintenant, il n'y a pas d'office que des baguettes magiques qui existent, c'est juste aller regarder ce qu'il y a pour l'accueillir parce que on peut mettre d'autres actions en place tout en se respectant, évidemment, comme on disait, avec la régulation du système nerveux, parce que si on est dans un mode ultra insécure, évidemment, tout se fait step by step. Donc, évidemment, c'est important d'avoir du soutien à ce moment-là. Et puis après, il y a de l'action qui est mise pour montrer qu'on peut faire autrement, Oui, faire les choses autrement, en fait, hein. exactement, parce que finalement, chaque driver a un côté positif. Si on choisit de faire plaisir, par exemple en emmenant ses enfants au parc, mais parce qu'on l'a choisi, on a choisi le moment, et ben ça va être un super moment passé en famille. On a fait plaisir, mais on se fait plaisir en même temps à soi-même, et c'est, je pense que voilà, ça se transforme en quelque chose de positif, quoi. C'est chouette aussi, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup ben, aux personnes hypersensibles qui tirent vers l'épuisement? Euh, ouais, ce serait quoi, je sais pas, qu'est-ce que tu peux partager par rapport à ça? Alors les conseils, alors effectivement, ils sont nombreux, mais surtout, je pense que le premier conseil, c'est de ne pas prendre à la légère. C'est-à-dire que souvent, bon voilà, dans le burn-out, on sait très bien qu'il y a une phase de déni avant d'en arriver là, qui est plus ou moins longue selon les personnes, parce que on se dit, bah, je suis pas si mal que ça. Ok, bon, je dors pas bien, mais tout le monde est comme ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment du déni, c'est-à-dire la personne va sentir qu'elle va pas bien, mais elle continue. Elle continue en faisant semblant que c'est bon, quoi. Et puis après, bon allez, il y a des vacances, donc je vais me reposer. Et puis en fait, non. Donc là, je pense que le tout premier conseil, c'est d'arrêter de minimiser son état. Et là, une fois qu'on a pris conscience que finalement l'état dans lequel on est, où on pensait que oui ça va, je suis pas si mal que ça, ben non. Là, on prend conscience que non, en fait, on va mal. Et ben voilà, la première des choses, ça sera d'aller voir son médecin, évidemment. Euh, et puis après, le reste va venir si on veut faire un chemin sur soi pour comprendre d'où vient cet épuisement et faire en sorte qu'on ne veut pas, enfin, faire en sorte que On ça ne les se accumule reproduise pas. pas. On les Ouais, qu'on accumule. les accumule pas, mais voilà, ce conseil-là, voilà, il est important et sur l'hypersensibilité spécifiquement, là, c'est vraiment de se dire que, bah, oui, on est hypersensible et on peut pas changer ce qu'on est. On peut pas changer de cerveau, je vais le dire comme ça. Et donc, on s'accepte. Déjà, on commence par s'accepter tel que l'on est et de trouver des stratégies, mais par rapport à soi, pas par rapport aux autres qui, eux, sont pas hypersensibles. Forcément, on va pas pouvoir appliquer les mêmes stratégies que les autres.
Donc là, bah, c'est vraiment, oui, s'accepter tel que l'on est et trouver ses stratégies par rapport à soi et pas par rapport aux autres. C'est le chemin que tu as fait aussi, du coup, par toi-même? Oui, 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 tout à fait, parce que c'est vrai que enfin, je sais depuis que je suis toute petite qu'il y a une différence quand même avec les autres. On le perçoit, enfin, que les autres réagissent pas de la même manière, enfin, voilà, on le sait. Donc, quand il y a des personnes qui me disent oui, je découvre que je suis hypersensible, non, en fait, je mets le mot sur ce que je suis. Mais en général, non, tu le sais très bien qu'il y a quelque chose, on va dire, de différent. Donc moi, ça a été le cas, hein, ça a été le cas parce que quand j'ai fait mon burn-out, j'ai par un chemin par hasard, j'ai trouvé le livre de Katia Sonheim, Je suis épuisée. Et donc, elle fait beaucoup pour le burn-out, mais elle fait beaucoup aussi pour l'hypersensibilité. Donc forcément, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, ok, j'ai regardé, je me suis renseignée, je me suis dit, ah, ok, parce qu'au départ, effectivement, j'aurais pas mis ce mot-là sur ce que je vivais, hypersensible, tu vois. Parce que j'avais les clichés dans la tête d'une personne, je sais pas moi, tu vois, une personne qui pleure tout le temps ou tu vois, quelque chose comme ça. Et moi, c'était pas du tout mon cas parce que forcément mon driver principal c'était le soi forte. Donc forcément c'était pas le cas. Et puis en regardant, en faisant les tests, en regardant sur l'hypersensibilité, je me suis dit ah oui d'accord, non mais en fait c'est 100% moi quoi. Et Et c'est intéressant ce que tu partages, parce que là, du coup, je vais faire une petite parenthèse en partageant aussi ces dernières années mon expérience. C'est que c'est vrai que des fois, j'oublie des choses sur les débuts, tu vois, les débuts de quand on pense qu'on est hypersensible, quand on découvre, etc. Moi, je l'ai découvert aussi quand j'ai commencé une thérapie plus profonde. Et en fait, donc il y a quand même bien, enfin au moins 6 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai changé tellement de choses dans ma vie que je me sens plus du tout, on va dire, envahie complètement par des émotions, tu vois, comme avant, ou au point de rien comprendre à ce qui se passe en moi, ou de... Mais tout ça, c'est fait par des choses que j'ai changées, mais tout aussi bien. Et là, je veux venir sur un truc, rien à voir avec ce qu'on discutait, mais la pilule. Je prenais la pilule. Quand je l'ai arrêtée, j'ai eu beaucoup plus de régulation de mes émotions, par exemple. J'ai changé d'environnement pour vivre au soleil, de retrouver plus de moments de paix et de calme. J'ai j'ai fait attention vraiment à ma santé en général. Tu vois, c'est vraiment plein de choses comme ça qui va faire qu'aujourd'hui, même si je me dis plus hypersensible, je sais que j'ai des sensibilités dans certains sens. Et c'est juste que je vais plus m'adapter ou me suradapter en fait à des choses qui ne me conviennent plus, point barre. Et en fait, je vis bien et plus heureuse comme ça. Tu vois, donc c'est intéressant, je trouve, d'encore avoir ce recul-là, même après toutes les vidéos que j'ai pu faire sur l'hypersensibilité, quand j'étais plus en train d'en parler. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est avec tous ces changements-là que je remarque que ça a encore une autre définition et que j'oublie des fois l'image que les gens peuvent avoir de l'hypersensibilité. Comme tu disais, quelqu'un, par exemple, qui pleure tout le temps, tu vois. oui, oui, oui. Donc c'est intéressant. Ouais. Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que en général, effectivement, les gens pensent que l'hypersensibilité va être un handicap, et en fait, si ça l'est, c'est qu'il y a vraiment des choses à modifier dans sa vie, parce que comme tu nous donnes là ton propre exemple, à partir du moment où tu commences à changer des choses et aller vers des choses qui soient vraiment plus adaptées à toi, que ce soit sur le plan physiologique, environnemental, etc.
eh ben, tu vis bien ton hypersensibilité. Tu la vis bien. Ouais. Au lieu de se suradapter, comme je disais, tu Mmh. vis, tu vis, ouais, totalement. Mais je trouve que ce sont des beaux mots de la fin. C'est, et ça pose bien, je trouve, un cadre. Je sais pas, c'est juste parfait là, tout ce qu'on a dit. Euh, Merci beaucoup. En tout cas, Catherine, est-ce que tu veux terminer par partager encore quelque chose qui te vient à l'esprit maintenant? Phrase ou un mot, ou j'en sais rien. Écoute, peut-être par une phrase, voilà, que, que peut-être les gens ont déjà entendu ou pas. Écoute ton corps quand il chuchote, parce que sinon après tu vas l'entendre crier. Ah ouais, c'est beau. C'est très beau. Ouais. C'est très très beau. Merci beaucoup pour ton partage, Catherine. Avec Où plaisir. est-ce qu'on, en fait, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu partages principalement sur un site ou sur LinkedIn, il me semble. Je suis sur LinkedIn, mais j'ai aussi une chaîne YouTube. Ok, ben je remettrai de toute façon toutes les informations dans la description aussi hein, pour te retrouver. Ça va? Ok, oui, oui, ça va très bien. Allez, bon. À bientôt à tous. Voilà, on termine ici avec Catherine et on continue les aventures sur la chaîne YouTube et puis aller découvrir aussi Catherine par la même occasion.